Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, nous allons poursuivre la lecture du Petit Chose d'Alphonse Daudet. C'est un classique de la littérature française. C'est un roman d'apprentissage en partie autobiographique par Alphonse Daudet, donc écrivain et auteur dramatique qui a publié ce livre en 1868. Ce livre raconte un petit peu l'enfance d'un jeune garçon, l'enfance et l'adolescence d'un jeune garçon et donc s'adresse plus ou moins aux adolescents à l'âme romantique qui dort un petit peu en chacun de nous. C'est une éducation sentimentale devant la terrible école de la vie. Je vais vous citer deux petites citations donc d'Alphonse Daudet avant de commencer la lecture. L'œuvre qu'on portait en soi paraît toujours plus belle que celle qu'on a faite. Alphonse Daudet dans Contes du lundi. Deuxième petite citation. Le prisonnier voit la liberté plus belle qu'elle n'est, de Alphonse Daudet. Donc nous allons poursuivre la lecture de ce livre. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN. Lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées, vos rêves, vos envies de lecture, etc. N'hésitez surtout pas, ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Nous allons poursuivre la lecture. Voilà. Ici, une pensée horrible m'arrêta. Pour partir, il fallait de l'argent, celui du chemin de fer d'abord, puis 58 francs que je devais au portier, puis 10 francs qu'un grand m'avait prêtés, puis des sommes énormes inscrites à mon mur. Tout va bien. Inscrites à mon nom sur le livre de compte du café Barbette. Le moyen de se procurer tout cet argent? Bah, me dis-je en y songeant, je me trouve bien naïf de m'inquiéter pour si peu. Roger n'est-il pas là? Roger est riche, il donne des leçons en ville, et il sera trop heureux de me procurer quelques 100 francs à moi, qui vient de lui sauver la vie. Mes affaires ainsi réglées, j'oubliais toutes les catastrophes de la journée pour ne songer qu'à mon grand voyage de Paris. J'étais très joyeux, je ne tenais plus en place. Et monsieur Viotte, qui descendit à l'étude pour savourer mon désespoir, eut l'air fort déçu en voyant ma mine réjouie. À dîner, je mangeais vite et bien. Dans la cour, je pardonnais les arrêts des élèves. Enfin, l'heure de la classe sonna. Le plus pressant était de voir Roger. D'un bond, je fus à sa chambre. Personne à sa chambre. Bon, me dis-je en moi-même. Il sera allé faire un tour au café Barbette. Et cela ne m'étonna pas dans des circonstances aussi dramatiques. Au café Barbette. Personne encore. Roger, me dit-on, était allé à la prairie avec les sous-officiers. Que diable pouvait-il faire là-bas, par un temps pareil? Je commençais à être fort inquiet. Aussi, sans vouloir accepter une partie de billard qu'on m'offrait, je relevai le bas de mon pantalon et je m'élançai dans la neige du côté de la prairie, à la recherche de mon bon ami, le maître d'armes. Chapitre 12. L'anneau de fer. Des portes de Saarland à la prairie, il y a bien une bonne demi-lieue. Mais du train dont j'allais, je dus ce jour-là faire le trajet en moins d'un quart d'heure. Je tremblais pour Roger. J'avais peur que le pauvre garçon n'eût, malgré sa promesse, tout raconté au principal pendant l'étude. Je croyais voir encore luire la crosse de son pistolet. Cette pensée lugubre me donnait des ailes. Pourtant, de distance en distance, j'apercevais sur la neige la trace de pas nombreux allant vers la prairie. Et de songer que le maître d'armes n'était pas seul, cela me rassurait un peu. Alors, ralentissant ma course, je pensais à Paris, à Jacques, à mon départ. Mais au bout d'un instant, mes terreurs recommençaient. Roger va se tuer, évidemment. Que serait-il venu chercher sans cela, dans cet endroit désert, loin de la ville? S'il amène avec lui ses amis du café Barbette,
c'est pour leur faire ses adieux, pour boire le coup de l'étrier, comme ils disent. Ces militaires. Et me voilà courant de nouveau à perdre haleine. Heureusement, j'approchais de la prairie, dont j'apercevais déjà les grands arbres chargés de neige. Pauvres amis, me disais-je, pourvu que j'arrive à temps. La trace des pas me conduisit ainsi jusqu'à la guinguette d'Espéron. Cette guinguette était un endroit louche et de mauvais renom, où les débauchés de Serlande faisaient leur partie fine. J'y étais venue plus d'une fois en compagnie des nobles cœurs, mais jamais je ne lui avais trouvé une physionomie aussi sinistre que ce jour-là, jaune et sale, au milieu de sa blancheur immaculée de la plaine. Elle se dérobait avec sa porte basse, ses murs décrépits et ses fenêtres aux vitres pâles lavées. Aux vitres mal lavées. Derrière un taillis de petits ormes. La maisonnette avait l'air honteuse du vilain métier qu'elle faisait. Comme j'approchais, j'entendis un bruit joyeux de voix, de rires et de verres choqués. « Grand Dieu !» me disais-je en frémissant. « C'est le cœur de l'étrier. » Et je m'arrêtai pour reprendre haleine. Je me trouvais alors sur le derrière de la guinguette, je poussai une porte à claire-voie et j'entrai dans le jardin. Quel jardin! Une grande haie dépouillée, des massifs de lilas sans feuilles, des tas de balayures sur la neige et des tonnelles toutes blanches qui ressemblaient à des huttes d'esquimaux. Cela était d'un triste à faire pleurer. Le tapage venait de la salle du rez-de-chaussée et la ripaille devait chauffer à ce moment, car malgré le froid, on avait ouvert toutes grandes les 2 fenêtres. Je posais déjà le pied sur la première marche du perron, lorsque j'entendis quelque chose qui m'arrêta net et me glaça. C'était mon nom prononcé au milieu de grands éclats de rire. Roger parlait de moi. Et chose singulière, chaque fois que le nom de Daniel Essette revenait, les autres riaient à se tordre. Poussé par une curiosité douloureuse, sentant bien que j'allais apprendre quelque chose d'extraordinaire, je me rejetai en arrière et sans être entendu de personne grâce à la neige qui assourdissait comme un tapis le bruit de mes pas, je me glissai dans une des tonnelles qui se trouvait fort à propos, juste au-dessous des fenêtres. Je la rêverai toute ma vie, cette tonnelle. Je rêverai toute ma vie la verdure morte qui la tapissait, son sol boueux et sale, sa petite table peinte en vert et ses bancs de bois tout ruisselant d'eau. À travers la neige dont elle était chargée, le jour passait à peine, la neige fondait lentement et tombait sur ma tête goutte à goutte. C'est là, c'est dans cette tonnelle noire et froide, comme un tombeau, que j'ai appris combien les hommes peuvent être méchants et lâches. C'est là que j'ai appris à douter, à mépriser, à haïr. Ô vous qui me lisez, Dieu vous garde d'entrer jamais dans cette tonnelle. Debout, retenant mon souffle, rouge de colère et de honte, j'écoutais ce qui se disait chez Espéron. Mon bon ami, le maître d'armes, avait toujours la parole. Il racontait l'aventure de Cécilia, la correspondance amoureuse, la visite de monsieur le sous-préfet au collège, tout cela avec des enjolivements et des gestes qui devaient être bien comiques, à en juger par les transports de l'auditoire. « Vous comprenez, mes petits amours, disait-il de sa voix goguenarde, qu'on n'a pas joué pour rien la comédie, pendant 3 ans sur le théâtre des Zouaves. Vrai comme je vous parle, j'ai cru un moment la partie perdue. Et je me suis dit que je ne viendrais plus boire avec vous le bon vin du père Espéron. Le petit Essette n'avait rien dit. C'est vrai, mais il était temps de parler encore. Et entre nous, je crois qu'il voulait seulement me laisser l'honneur de me dénoncer moi-même. Alors je me suis dit, ayons l'œil, Roger, et en avant la grande scène. Là-dessus, mon bon ami le maître d'armes se mit à jouer ce qu'il appelait la grande scène, c'est-à-dire ce qui s'était passé le matin dans ma chambre entre lui et moi. Ah, le misérable, il n'oubliait rien. Il criait. Ma mère, ma pauvre mère, avec des intonations de théâtre. Puis il imitait ma voix.
Non, Roger, non. Vous ne sortirez pas. » La grande scène était réellement d'un haut comique et tout l'auditoire se roulait. Moi, je sentais de grosses larmes ruisseler le long de mes joues. J'avais le frisson, les oreilles me tintaient, je devinais toute l'odieuse comédie du matin. Je comprenais vaguement que Roger avait fait exprès d'envoyer mes lettres pour se mettre à l'abri de toutes mes aventures, que depuis 20 ans, sa mère, sa pauvre mère, était morte et que j'avais pris l'étui de sa pipe pour une crosse de pistolet. « Et la belle Cécilia ?» dit un noble cœur. Cécilia n'a pas parlé. Elle a fait ses mal. C'est une bonne fille. Et le petit Daniel, que va-t-il devenir? Bah, répondit Roger. Et s'il y a un geste qui fait rire tout le monde? Cet éclat de rire me mit hors de moi. J'eus envie de sortir de la tonnelle et d'apparaître soudainement au milieu d'eux comme un spectre. Mais je me contins. J'avais déjà été assez ridicule. Le routier arrivait, les verres se choquèrent. « Ah, Roger! Ah, Roger !» criait-on. Je n'y tins plus, je souffrais trop. Sans m'inquiéter si quelqu'un pouvait me voir, je m'élançai à travers le jardin. D'un bond, je franchis la porte à claire-voie et je me mis à courir devant moi comme un fou. La nuit tombait silencieuse. Et cet immense champ de neige prenait dans la demi-obscurité du crépuscule je ne sais quel aspect de profonde mélancolie. Je courus ainsi quelque temps comme un cabri blessé. Et si les cœurs qui se brisent et qui saignent étaient autre chose que des façons de parler à l'usage des poètes, je vous jure qu'on aurait pu trouver derrière moi, sur la plaine blanche, une longue trace de sang. Je me sentais perdue. Où trouver de l'argent? Comment m'en aller? Comment rejoindre mon frère Jacques? Dénoncer Roger ne m'aurait même servi de rien. Il pouvait nier, maintenant que Cécilia était partie. Enfin, accablée, épuisée de fatigue et de douleur, je me laissai tomber dans la neige au pied d'un châtaignier. Je serais restée là jusqu'au lendemain peut-être, pleurant et n'ayant pas la force de penser, quand tout à coup, bien loin, du côté de Sarlande, j'entendis une cloche sonner. C'était la cloche du collège. J'avais tout oublié. Cette cloche me rappela à la vie. Il me fallait rentrer et surveiller la récréation des élèves dans la salle. En pensant à la salle, une idée subite me vint. Sur le champ, mes larmes s'arrêtèrent. Je me sentis plus fort, plus calme. Je me levai et de ce pas délibéré de l'homme qui vient de prendre une irrévocable décision, je repris le chemin de Sarlande. Si vous voulez savoir quelle irrévocable décision vient de prendre de Petites Choses, suivez-le jusqu'à Sarlande, à travers cette grande plaine blanche. Suivez-le dans les rues sombres et boueuses de la ville. Suivez-le sous le porche du collège. Suivez-le dans la salle pendant la récréation. Et remarquez avec quelle singulière persistance il regarde le gros anneau de fer qui se balance au milieu. La récréation finie, suivez-le encore jusqu'à l'étude. Montez avec lui dans sa chair et lisez par-dessus son épaule cette lettre douloureuse qu'il est en train d'écrire au milieu du vacarme et des enfants émeutés. Monsieur Jacques Essette, rue Bonaparte, à Paris. Pardonne-moi, mon bien-aimé Jacques, la douleur que je viens de te causer. Toi qui ne pleurais plus, je vais te faire pleurer encore une fois. Ce sera la dernière, par exemple. Quand tu recevras cette lettre, ton pauvre Daniel sera mort. Ici, le vacarme de l'étude redouble. Petites Choses s'interrompent et distribue quelques punitions de droite et de gauche, mais gravement sans colère. Puis il continue. Vois-tu, Jacques, j'étais trop malheureux. Je ne pouvais pas faire autrement que de me tuer. Mon avenir est perdu. On m'a chassé du collège. C'est pour une histoire de femme, des choses trop longues à te raconter. Puis, j'ai fait des dettes. Je ne sais plus travailler. J'ai honte. Je m'ennuie. J'ai le dégoût. La vie me fait peur. J'aime mieux m'en aller. Le Petit Chose est obligé de s'interrompre encore. 500 vers à l'élève Soubérol, Fouque et Loupi en retenue dimanche. Ceci fait, il achève sa lettre. Adieu, Jacques.
J'en aurai encore long à te dire, mais je sens que je vais pleurer et les élèves me regardent. Dis à maman que j'ai glissé du haut d'un rocher en promenade ou bien que je me suis noyée en patinant. Enfin, invente une histoire, mais que la pauvre femme ignore toujours la vérité. Embrasse-la bien pour moi, cette chère mère. Embrasse aussi notre père et tâche de leur reconstruire vite un beau foyer. Adieu. Je t'aime. Souviens-toi de Daniel. Cette lettre terminée, le petit chose en commence tout de suite une autre, ainsi conçue. Monsieur l'abbé, je vous prie de faire parvenir à mon frère Jacques la lettre que je laisse pour lui. En même temps, vous couperez de mes cheveux et vous en ferez un petit paquet pour ma mère. Je vous demande pardon du mal que je vous donne. Je me suis tuée parce que j'étais trop malheureux ici. Vous seul, monsieur l'abbé, vous êtes toujours montré très bon pour moi. Je vous en remercie. Daniel et Seth. Après quoi, le petit chose met cette lettre et celle de Jacques sous une même grande enveloppe avec cette suscription. La personne qui trouvera la première, mon cadavre, est priée de remettre ce pli entre les mains de l'abbé Germain. Puis, toutes ces affaires terminées, il attend tranquillement la fin de l'étude. L'étude est finie. On soupe, on fait la prière, on monte au dortoir. Les élèves se couchent. Le petit chose se promène de long en large, attendant qu'il soit endormi. Voici maintenant Monsieur Viotte qui fait sa ronde. On entend le cliquetis mystérieux de ses clés et le bruit sourd de ses chaussons sur le parquet. « Bonsoir, Monsieur Viotte », murmure le petit chose. « Bonsoir, monsieur », répond à voix basse le surveillant. Puis il s'éloigne, ses pas se perdent dans le corridor. Le petit chose est seul. Il ouvre la porte doucement et s'arrête un instant sur le palier pour voir si les élèves se réveillent pas. Mais tout est tranquille dans le dortoir. Alors il descend. Il se glisse à petits pas dans l'ombre des murs. La tramontane, donc définition, voire page 62. C'est pratique. Je vais vous lire la petite définition, donc. Voir page 62. Voilà, la tramontane. C'est un vent froid venant du nord-est qui souffle sur le Languedoc et le Roussillon. Voilà. Donc, j'en étais à la tramontane souffle tristement par-dessous les portes, au bas de l'escalier, en passant devant le péristyle, galerie à colonnes. Il aperçoit la cour blanche de neige entre ces 4 grands corps de logis tout sombres. Là-haut, près des toits, veille une lumière. C'est l'abbé Germain qui travaille à son grand ouvrage. Au fond de son cœur, le petit chose envoie un dernier adieu, bien sincère à ce bon abbé. Puis il entre dans la salle. Le vieux gymnase de l'école de marine est plein d'une ombre froide et sinistre. Par les grillages d'une fenêtre, un peu de lune descend et vient donner en plein sur le gros anneau de fer. Oh, cet anneau! Le petit chose ne fait qu'y penser depuis des heures. Sur le gros anneau de fer qui reluit comme de l'argent, dans un coin de la salle, un vieil escabeau dormait. Le petit chose va le prendre, le porte sous l'anneau et monte dessus. Il ne s'est pas trompé, c'est juste à la hauteur qu'il faut. Alors il détache sa cravate, une longue cravate en soie violette qu'il porte chiffonnée autour de son cou, comme un ruban. Il attache la cravate à l'anneau et fait un nœud coulant. 1 heure sonne. Allons, il faut mourir. Avec des mains qui tremblent, le petit chose ouvre le nœud coulant, une sorte de fièvre le transporte. Adieu, Jacques. Adieu, Madame Essette. Tout d'un coup, un poignet de fer s'abat sur lui. Il se sent saisi par le milieu du corps et planté debout sur les pieds, au bas de l'escabeau. En même temps, une voix rude et narquoise qu'il connaît bien lui dit « En voilà une idée, de faire du trapèze à cette heure !»
Le petit chose se retourne stupéfait. C'est l'abbé Germane sans sa soutane, en culotte courte, avec son rabat, flottant sur son gilet. Sa belle figure laide sourit tristement, à demi éclairée par la lune. Une seule main lui a suffi pour mettre le suicidé par terre. De l'autre main, il tient encore sa carafe qu'il vient de remplir à la fontaine de la cour. De voir la tête effarée et les yeux pleins de larmes du petit chose, l'abbé Germane a cessé de sourire. Et il répète, mais cette fois, d'une voix douce et presque attendrie. Quelle drôle d'idée, mon cher Daniel, de faire du trapèze à cette heure. Le petit chose est tout rouge, tout interdit. Je ne fais pas du trapèze, monsieur l'abbé. Je veux mourir. Comment? Mourir? Tu as donc bien du chagrin? Oh, répondit le petit chose avec de grosses larmes brûlantes qui roulent sur ses joues. Daniel, tu vas venir avec moi, dit l'abbé. Le petit Daniel fait signe que non et montre l'anneau de fer avec la cravate. L'abbé Germane le prend par la main. Voyons, monte dans ma chambre. Si tu veux te tuer, eh bien, tu te tueras là-haut. Il y a du feu. Il fait bon. Mais le petit chose résiste. Laissez-moi mourir, monsieur l'abbé. Vous n'avez pas le droit de m'empêcher de mourir. Un éclair de colère passe dans les yeux du prêtre. Ah, c'est comme cela, dit-il, en prenant brusquement le petit chose par la ceinture. Il l'emporta sous son bras comme un paquet, malgré sa résistance et ses supplications. Nous voici maintenant chez l'abbé Germane. Un grand feu brille dans la cheminée. Près du feu, il y a une table avec une lampe allumée, des pipes et des tas de papier chargés de pâte de mouche. Le petit chose est assis au coin de la cheminée. Il est très agité. Il parle beaucoup. Il raconte sa vie, ses malheurs et pourquoi il a voulu en finir. L'abbé l'écoute en souriant. Puis quand l'enfant a bien parlé, bien pleuré, bien dégonflé son pauvre cœur malade, le brave homme lui prend les mains et lui dit tranquillement: « Tout cela n'est rien, mon garçon. Et tu aurais été joliment bête de te mettre à mort pour si peu. Ton histoire est fort simple. On t'a chassé du collège. Ce qui, par parenthèse, est un grand bonheur pour toi. Eh bien, il faut partir. Partir tout de suite, sans attendre tes 8 jours. Tu n'es pas une cuisinière, ventre bleu. Ton voyage, tes dettes, ne t'inquiète pas, je m'en charge. L'argent que tu voulais emprunter à ce coquin, c'est moi qui te le prêterai. Nous réglerons tout cela demain. À présent, plus un mot. J'ai besoin de travailler et tu as besoin de dormir. Seulement, je ne veux pas que tu retournes dans ton affreux dortoir. Tu aurais froid, tu aurais peur. Tu vas te coucher dans mon lit, de beaux draps blancs de ce matin. Moi, je crierai toute la nuit. Et si le sommeil me prend, je m'étendrai sur le canapé. Bonsoir. Ne me parle plus. Le petit chose se couche, il ne résiste pas. Tout ce qui lui arrive lui fait l'effet d'un rêve. Que d'événements dans la journée. Avoir été si près de la mort et se retrouver au fond d'un bon lit, dans cette chambre tranquille et tiède, comme le petit chose est bien. De temps en temps, en ouvrant les yeux, il voit, sous la clarté douce de l'abat-jour, le bon abbé Germane qui, tout en fumant, fait courir sa plume à petit bruit du haut en bas, des feuilles blanches. Je fus réveillée le lendemain matin par l'abbé qui me frappait sur l'épaule. J'avais tout oublié en dormant. Cela fit beaucoup rire mon sauveur. « Allons, mon garçon, me dit-il, la cloche sonne, dépêche-toi. Personne ne se sera aperçu de rien. Va prendre tes élèves, comme à l'ordinaire. Pendant la récréation du déjeuner, je t'attendrai ici pour causer. » La mémoire me revint tout d'un coup. Je voulais le remercier, mais positivement, le bon abbé me mit à la porte. Si l'étude me parut longue, je n'ai pas besoin de vous le dire. Les élèves n'étaient pas encore dans la cour, que déjà je frappais chez l'abbé Germane.
Je le retrouvai devant son bureau, les tiroirs grands ouverts, occupé à compter les pièces d'or qu'il alignait soigneusement par petits tas. Au bruit que je fis en entrant, il retourna la tête, puis se remit à son travail sans rien me dire. Quand il eut fini, il referma ses tiroirs et me faisait signe de la main avec un bon sourire. « Tout ceci est pour toi, me dit-il. J'ai fait ton compte. Voici pour le voyage, voici pour le portier, voici pour le café Barbette, voici pour l'élève qui t'a prêté 10 francs. J'avais mis cet argent de côté pour faire un remplaçant à Cadet. Mais Cadet ne tire au sort que dans 6 ans. Et d'ici là, nous nous serons revus. » Je voulus parler, mais ce diable d'homme ne m'en laissa pas le temps. « À présent, mon garçon, fais-moi tes adieux. Voilà ma classe qui sonne, et quand j'en sortirai, je ne veux plus te retrouver ici. L'air de cette Bastille ne te vaut rien. File vite à Paris, travaille bien, prie le bon Dieu, fume des pipes et tâche d'être un homme. » Tu m'entends? Tâche d'être un homme. Car vois-tu, mon petit Daniel, tu n'es encore qu'un enfant. Et même, j'ai bien peur que tu sois un enfant toute ta vie. Là-dessus, il m'ouvrit les bras avec un sourire divin. Mais moi, je me jetai à ses genoux en sanglotant. Il me releva et m'embrassa sur les 2 joues. La cloche sonnait le dernier coup. Bon, voilà que je suis en retard, dit-il en rassemblant à la hâte ses livres et ses cahiers. Comme il allait sortir, il se retourna encore vers moi. J'ai bien un frère à Paris, moi aussi, un brave homme de prêtre que tu pourrais aller voir. Mais à moitié fou comme tu l'es. Tu n'aurais qu'à oublier son adresse. Et sans en dire davantage, il se mit à descendre l'escalier à grands pas. Sa soutane flottait derrière lui de la main droite. Il tenait sa calotte et sous le bras gauche, il portait un gros paquet de papiers et de bouquins. Bon abbé Germain. Avant de m'en aller, je jetai un dernier regard autour de sa chambre. Je contemplai une dernière fois la grande bibliothèque, la petite table, le feu à demi éteint, le fauteuil où j'avais tant pleuré, le lit où j'avais dormi si bien, et songeant à cette existence mystérieuse dans laquelle je devinais tant de courage, de bonté cachée, de dévouement et de résignation, je ne pus m'empêcher de rougir de mes lâchetés, et je me fis le serment de me rappeler toujours l'abbé Germain. En attendant, le temps passait. J'avais ma malle à faire, mes dettes à payer, ma place à retenir, à la diligence. Au moment de sortir, j'aperçus sur un coin de la cheminée plusieurs vieilles pipes, toutes noires. Je pris la plus vieille, la plus noire, la plus courte, et je la mis dans ma poche comme une relique. Puis je descendis. En bas, la porte du vieux gymnase était encore entr'ouverte. Je ne pus m'empêcher d'y jeter un regard en passant, et ce que je vis me fit frissonner. Je vis la grande salle sombre et froide, l'anneau de fer qui reluisait et ma cravate violette avec son nœud coulant qui se balançait dans le courant d'air au-dessus de l'escabeau renversé. Voilà, c'est ainsi que se termine notre chapitre. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vais finir par vous lire 2 petites citations. Donc, les femmes aiment à consoler et porter ses chagrins de cœur en écharpe est la meilleure façon de réussir auprès d'elles. De Alphonse Daudet, port de Tarascon. 2e citation. La meilleure façon d'imposer une idée aux autres, c'est de leur faire croire qu'elle vient d'eux. D'Alphonse Daudet. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN. Lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées. N'hésitez surtout pas et je vous dis à très bientôt.